design industriel qui a marché. Ouais. Mais c'est plus cassé, c'est pas la même chose. Ouais, le design industriel, ça vous a pas apporté. Si, c'était chouette, c'était une belle expérience, j'ai bien vendu. Mais les gens vous ont pas vu différemment parce que c'est pas aussi réputé que la technologie. Plus proportion gardée, l'échelle était 10 fois supérieure. Tu vois, les gens s'attachent à des chiffres et c'est ça qui a fait le truc. Ce que je trouve particulièrement. C'est très bizarre quand tu croises ton voisin de palier qui dit bonjour tous les matins et qui tout d'un coup il te dit ah ça serait sympa qu'on boive un café ensemble. Ça c'est un truc. Je suis aujourd'hui encore ça me frappe quoi. Ça me laisse assez circonspect. Voilà. D'accord, donc ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser, laisser avoir par même si on tombe sur par exemple un mentor qui aurait qui serait assez réputé au niveau chiffre, il faut quand même rester dans une proportion gardée, comme quand on recrute quelqu'un, il faut rester sur le contenu. Je vais te dire un truc, si tu regardes les grands entrepreneurs, ils n'ont pas refait de grands trucs. Moi, je ne connais pas de gens qui sont des serial grands entrepreneurs sur ce truc-là. Et par exemple, hier, je parlais avec un copain d'Arnaud Arnaud. Arnaud, il a monté le BMH, c'est la 4e fortune mondiale, c'est juste un succès incroyable. Il s'est planté dans tout ce qu'il a fait en dehors de LVMH. Mais tout, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est quand même un mec, il est actionnaire à hauteur de 15% de Carrefour. Il a acheté Carrefour 50 €, ça vaut quoi 6 maintenant. C'est planté partout ailleurs. Donc, je l'aime beaucoup, mais Marc Simoncini, c'est pas évident quoi. Ce qu'il fait, c'est des trucs qui marchent, ça fonctionne, etc. Mais Sensi, c'est pas mythique, c'est pas la même chose, c'est pas le même truc. Donc voilà, et notamment parce qu'il a fait la même erreur que moi, il s'est mis à faire plein de trucs. Et donc il est invité à Roland Garros, c'est super d'ailleurs, avec toutes ces conneries quoi. Et voilà, in fine, on est tous des entrepreneurs. On est des espèces de, je sais pas quoi, mais tous des entrepreneurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même réussir en tant que créateur de start-up avec la volonté d'essayer un petit peu de rester dans l'ombre pour pouvoir justement garder un petit peu de recul par rapport à toute cette espèce de tourbillon ambiant. Pour moi, je côtoie à Paris depuis peu, mais je suis pas sûr d'avoir compris. C'est-à-dire que moi, je me suis éloignée de Paris il y a 3 ans, et justement, le fait de m'installer à Nice, d'avoir très bonnes conditions de vie, etc., me permet d'avoir une très grande créativité. Et le fait de revenir à Paris, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, donc c'est un côté très exaltant. Mais de l'autre côté, ça va tellement vite qu'à un moment donné, j'ai l'impression que de toute façon, la précipitation emmène vers la chute, plus ou moins, quoi, en fait. C'est un petit peu la crainte que j'ai, en fait. C'est que plutôt que de partir... frénétique ouais, c'est ça. C'est que plutôt que d'être exalté, etc., moi, j'ai plutôt tendance à devenir très méfiante, à me dire, oh là, ça va trop vite, il faut... Et du coup, pour que ça aille moins vite, en fait, il faut se remettre un petit peu dans l'ombre. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Parce que vous êtes beaucoup dans la lumière des spotlights maintenant de par toutes vos fonctions, etc. Est-ce que justement d'être dans la lumière, ça vous rend plus efficace ou moins efficace qu'à l'époque où vous l'étiez moins? Ça me rend beaucoup moins efficace. Ça me rend beaucoup moins efficace parce que je ne passe pas beaucoup de temps sur les startups et c'est avant tout du boulot les startups quoi. Donc non, il n'y a pas de débat sur cet aspect-là. La concentration, le focus, c'est déterminant dans le succès sur cet aspect-là. Et maintenant, il y a aussi la question de la localisation qui est une question. J'avais un débat hier là-dessus sur où créer une société. Hier ou avant-hier, je ne sais plus.
je pense, on me posait la question de savoir si Paris était un bon endroit pour entreprendre. Ouais. Je suis vraiment pas d'accord avec ce truc. Juste pour répondre aussi à ça, je pense que Paris est une ville qui est dure. Moi, je voyage un peu moins, mais je voyage quand même beaucoup. Je pense que Paris, c'est quand même une ville qui est relativement dure, mais qui a, à mon avis, un intérêt relativement important, c'est que il y a pas mal de compétences disponibles. Donc, je peux vous dire, juste pour comparer sur les villes que je connais, à Londres, c'est juste l'enfer de recruter des techs, c'est pas possible. En Californie, il faut oublier. Je vais vous dire un truc. En Californie, je pense qu'il y a compétences équivalentes. Un CTO qu'en France, on va payer 100K. En Californie, je pense que c'est 350 000 $. Hors bénéfice. Donc ça veut dire que c'est 500 000 le coût mouillé, quoi. Donc c'est juste impossible. C'est juste devenu n'importe quoi. Il y a un développeur de base en Californie, c'est 90 000 $. Donc c'est juste pour vous donner une idée. À Londres, il n'y a pas beaucoup de tech, il manque beaucoup de tech sur ce genre de choses. Je pense que des environnements comme Berlin sont vraiment intéressants, mais c'est des petits écosystèmes, contrairement à ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les compétences. Ils cherchent beaucoup à faire venir des gens de l'extérieur. Et c'est très très compliqué. Moi je le sais parce que c'est un débat de par mes fonctions européennes qui est souvent évoqué par Nelly Kreuz, qui dit qu'on facilite la mobilité à l'intérieur de l'Europe. Moi je pense que c'est très. Si on fait ça, c'est une bonne idée. Je pense que de façon générale, il faut jouer la carte de l'Europe, mais ça sera vraiment au désavantage de la France parce que les compétences sont quand même là. Donc voilà, un gros avantage du pays, c'est l'accès à des compétences, à des coûts raisonnables, sans même parler du GIE, CIR et Oseo. L'environnement de travail est difficile. Je pense qu'il y a peu d'endroits où je crois qu'il y a autant de stress sur Terre, à part peut-être New York, des endroits qui sont, on dit super cool, mais que je trouve extrêmement difficiles. Moi, par ailleurs, c'est une ville qui est quand même dure à ce titre. Quelque chose qui me semble aussi particulier en France, c'est les cycles de vente en B2B. C'est vraiment très long. C'est-à-dire que les gens ne font pas confiance. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que quand vous avez 12% de chômage, quelqu'un qui est en décision d'achat dans une boîte va préférer acheter une Microsoft plutôt qu'une start-up inconnue, parce qu'on ne pourra jamais les reprocher. Donc c'est aussi con que ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc vous avez des cycles de vente qui sont incroyablement longs. Moi j'ai un bon benchmark, c'est que je suis actionnaire d'une société qui s'appelle AIK et qui fait 92% de son chiffre d'affaires à l'étranger, donc 8% du chiffre d'affaires en France. Alors que c'est une boîte qui a été créée ici, d'ailleurs à 50 000 d'ici, de la bourse. François, le patron de la boîte, me disait l'autre jour, mon cycle de vente, donc on vend dans 40 pays. On a des gens, des équipes dans 11 pays. Et il me disait, le pays où le cycle de vente le plus long, c'est la France. Donc il a un cycle de vente moyen de, je crois, 100 jours à peu près. Et en Asie, ils ont un cycle de vente de 9 jours. Donc qui est en soi, voilà. Si une startup basée à Londres avec une équipe de dev en France, ça peut marcher? Oui, alors ça c'est un modèle qu'on voit beaucoup, c'est effectivement notamment des gens qui lèvent des fonds dans les pays anglo-saxons, c'est le management et le marketing et le produit aux États-Unis ou en Angleterre, et le dev en France. Il faut faire attention parce que Zéo est en train d'introduire des systèmes relativement restrictifs pour s'assurer que le gros de l'emploi ne se trouve pas à l'étranger pour l'attribution de ces aides. Vous conseilleriez un management de type Eventbrite, c'est-à-dire lever des fonds à San Francisco et faire développer le truc à Paris? Je ne sais pas si je le conseille, je pense que ça dépend du profil de la boîte. Je pense que ça dépend de son footprint sur le marché. Je pense que ça peut marcher, mais c'est pas évident. C'est pas évident non plus. Moi, je vois quand même que dans la vallée, je crois qu'on disait qu'il y a 15 000 startups, quelque chose comme ça. 15 000 startups, c'est considérable. Et il y en a, sur ces 15 000, il n'y en a pas 15 000 qui sont financés par Venture.
on a peut-être 1000. Et puis si on prend les 80 fonds qui sont actifs dans la vallée, ou 100 fonds qui sont actifs dans la vallée, peut-être 2000, mais pas beaucoup plus. Quoi. Donc il y a un taux d'échec important. Et j'ai pas de religion à cet égard. Moi, je constate que j'ai quelques copains qui sont là-bas, passer le coup d'ego trip, enfin le lynchage néo-boujadiste que tout le Français qui s'est installé dans la vallée doit avoir, ils reconnaissent qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages ici. Bertrand Diard, par exemple, Talend, il dit c'est quand même vachement compliqué là-bas. Et on ne peut pas recruter, les gens tournent énormément, c'est pas hyper fiable, c'est compliqué. Voilà. C'est pas plus facile de lever des fonds là-bas que ici. Je pense qu'en late stage c'est plus facile, en seed série A c'est plus compliqué. Est-ce que de votre point de vue, la levée de fonds est un passage obligé Non. Pour les startups? Non, obligé. Et je dirais même que il y a un changement manifeste de paradigme ces derniers temps qui fait que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'accès à la technologie en particulier, les coûts sont en train de s'effondrer. Moi je vois, quand je développais une plateforme comme MusiWeb, sur l'ensemble de la plateforme, on a dépensé quasiment 15 millions d'euros. Donc c'est certain qu'aujourd'hui on n'a pas 15 millions d'euros, sans doute on a peut-être pas 1 million d'euros. C'était de la grosse technologie, beaucoup de serveurs, etc. Il y a évidemment la loi de Moore qui joue, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de technologies qui sont sur étagère maintenant, dans tous les domaines. Moi par exemple, en ce moment, je suis en train de lancer en France la plateforme Que l'Académie. C'est incroyable parce que j'ai demandé un budget à l'Institut Montaigne pour le faire avec l'Institut Montaigne. Et je me rends compte que ça n'a rien fait. C'est juste, j'ai un logo à faire, peut-être pages web qui vont être faites sur Virence, et point barre. Oui, en fait, c'est une question qu'on se pose dans notre société, parce qu'on a quelque part fait le choix de nous développer sur nos fonds propres. On a eu un peu le cadeau empoisonné qui était qu'on avait des clients tout de suite. Donc en fait, Qu'est-ce que tu fais? On fait des solutions en fait, de gestion d'image et de diffusion de textes juridiques. Et donc on a eu des clients tout de suite. On a en fait on a du mal en fait à passer le cap de la croissance justement, et on se pose la question de savoir si un appel à des fonds serait pas. Moi j'avais un truc, un indicateur qui est vachement bien, que je ne fais plus d'ailleurs maintenant. Je ne sais pas si j'ai ça là, on peut pas l'avoir ici. Je faisais un paranoid environment evaluation tous les 6 mois. Et donc je faisais avec le board. Et l'idée c'était de voir l'évolution de nos marchés, de comprendre l'évolution de nos marchés. Et à mon avis, c'est ça le meilleur indicateur pour savoir si on doit lever ou pas. C'est-à-dire de se dire, est-ce que je suis dans un environnement qui accélère plus vite que moi? Et pour le coup, est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai des déficiences sur mes capitaux en fait? Voilà. Donc c'est ça le point. Si c'est pas le cas, moi je répondrai non. Mais c'est ça qui doit dicter la levée de fonds. Et nous, le fait que tout le monde lève des fonds, ça s'appuie, on est tous à l'aise. Si on est sur des environnements qui sont à faible intensité concurrentielle, je pense qu'il vaut mieux continuer comme ça, peaufiner le truc, en attendant que le truc se mette à remuer, quoi. Le problème majeur, c'est le temps en fait. Parce que le temps qu'on s'occupe. Avoir des clients, ça veut dire qu'on s'occupe d'eux. Et donc après, c'est difficile de. Après ça, en fait, ce n'est que des cas particuliers, hein. Mais un facteur qui, à mon avis, est surdéterminant, c'est l'environnement de marché. D'autres questions? Je continue ça. Ouais. Oui, justement, en fait, au niveau de vos partenaires, donc vos différentes entreprises, comment est-ce que vous les avez trouvés? Et puis, puisque vous parliez tout à l'heure d'échecs, est-ce que vous auriez, entre guillemets, parce que c'est aussi une forme de recrutement, est-ce que vous auriez
entre guillemets, un best practice à nous donner pour ceux qui éventuellement ont besoin de retrouver des partenaires pour justement faire évoluer leur projet ou leur société. Comment trouver des gens? Ouais, parce que entre recruter un employé et trouver un partenaire, pour moi, c'est un aussi... associé? Ouais, voilà. J'ai tout le temps cette question, je ne sais pas y répondre. Ah. Je ne sais pas y répondre. Tout le monde me dit comment je trouve mon associé. Moi, je suis assez sociable, donc je rencontre beaucoup de gens, etc. Et les choses se font pas mal comme ça. Mais je n'ai pas ça. Mais vous avez déjà créé des sociétés avec des gens que vous connaissiez pas ou très peu et Ouais, sur ça lesquels... s'est mal passé. D'accord. Donc en général, ça s'est mieux passé quand vous connaissiez très bien vos associés. Pas forcément non plus. Il y a pas de lui, Quand il n'y en a pas, c'est bien. C'est dur sur ça. C'est un peu la chance, ça peut mal se passer avec des proches comme avec des gens qu'on rencontre. C'est la vie, hein. Et puis des fois, on recrute un associé, il a un accident de santé juste après, et voilà, et on se retrouve. Moi, j'ai eu tous les cas de figure. Hein. J'ai eu des trucs où je me suis retrouvé avec la femme de mon associé comme associé. Ouais. Et ça, j'ai pas de réponse à ça. Ouais, donc là, c'est plus la chance, le concours de circonstances. Et aussi, tu dois savoir mesurer assez rapidement si tu vas avoir un feeling ou pas, une complémentarité qui va te permettre d'avancer ou pas. Après, c'est toi qui vas, dans ton savoir-faire par rapport aux autres, ton intelligence sociale par rapport à l'autre, qui pourra évaluer. Je vais devoir partir dans un quart d'heure, mais il y a encore 2-3 trucs que je voudrais vous dire. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est que le fait de dire non est vite. Quand on sait qu'on va dire non, le fait de se dire, je crois, c'est un acte de courage et les gens font plus confiance. Donc, une chose que j'ai appris, c'est à dire non, en fait. J'ai passé beaucoup de temps à voir comment on pouvait dire non, et évidemment il faut expliquer ce qu'on fait, etc. Et surtout il faut le dire. C'est-à-dire que dans beaucoup de situations, on reste dans un entre-deux en disant je vais voir plus tard sur ce genre de choses. Et je pense que momentanément, vous allez créer de l'amertume, etc. Mais sur le long terme, vous construisez de la confiance. Donc c'est quelque chose qui, je vous invite à réfléchir. Et ce slide d'après d'ailleurs, c'est vraiment construire la confiance, c'est important parce que les boîtes traversent des périodes très difficiles. Et c'est à ce moment-là où je serais content d'avoir cet acquis de confiance avec les gens qui le prennent. Alors, ça c'est aussi un truc important à débriefer. C'est le cerveau humain est fait de telle sorte qu'on oublie ce qui s'est mal passé. Il est très important de ne pas refaire les mêmes erreurs et de ne pas les refaire collectivement. Donc, moi j'ai appris à faire ça dans les sales fight. Quand on fait du sales auprès d'un B2B et que ça foire, ça va continuer à foirer. Et si on n'analyse pas ce qui se passe, la boîte va aller dans le mur d'une manière ou d'une autre. Donc, faire l'analyse compte par compte et en étant dur avec soi-même, en disant en fait le client il a dit que le produit était pourri et en rentrant dans le détail, c'est douloureux, c'est comme aller chez le dentiste, mais c'est incroyable ce qu'on apprend sur ce truc-là. C'est-à-dire que le mec il a mis le point sur le truc et ni les techs, ni les sales, ni le marketing, ni le top management ne veulent le voir, mais si on ne le dit pas, et le but c'est un peu comme de dire non, c'est de dire sans avoir un comportement un peu malsain qui consiste à il faut le dire et il faut dire que c'est normal et qu'on va passer au-delà de